Comme ça, on pourrait partager, voilà, maintenant. Oui, Ok. comme ça, on pourrait partager l'enregistrement sur YouTube et on va. Parce que je le voyais pas en fait l'indicateur, donc c'est pour ça. C'est pas grave. Maintenant, Maintenant je le vois. Maintenant je le vois. Il y a une différence, oui. Ok, très bien. Parfait. Voilà. Juste un petit moment. Let's share. Bilal, tu peux allumer la caméra quelques secondes pour la postérité? Parfait, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Alors, bienvenue de nouveau dans cette deuxième session Let's Share, activité organisée dans le cadre du réseau Let's Learning Lab. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'une thématique reliée à la fête du travail. En fait, on parle des métiers et des rôles de l'université pour avoir des diplômés, en fait, demandés par ce marché de travail. Tout d'abord, je vous dis joyeuse fête du travail, ou plutôt joyeuse fête de télétravail, parce que depuis un certain moment, en fait, on travaille tous à distance. Je vais évoquer quelques points avec vous, les métiers d'avenir, pourquoi l'université existe, caractéristiques de notre université d'avenir, pistes d'innovation proposées pour l'université, pour innover ses pratiques, quelques éléments d'innovation reliés aux relations de l'université avec son entourage, avec sa structure, éléments d'innovation dans ses pratiques et quelques éléments technologiques. Les métiers d'avenir, en fait, sont vraiment nombreux. Et aujourd'hui, quand on parle des métiers d'avenir, on parle. Elle est partie où mon. Oh, je suis désolée, mais apparemment, je vais improviser comme Samuel m'a dit tout à l'heure qu'il n'a pas de présentation. Alors, je ne sais pas pourquoi ces deux slides, je ne les trouve pas sur les métiers, mais disons que moi, j'ai consulté quelques documents sur les nouveaux métiers et je trouvais en fait que ça change beaucoup depuis un certain moment. Les métiers, en fait, moi, je consulte en fait ma présentation sur le local, sur l'ordinateur, parce que je pense que pour une raison, ce ne sont pas partagés les slides. Alors, les métiers d'avenir, en fait, on remarque une disparition de quelques métiers, apparition d'autres métiers, transformation de beaucoup de métiers existants. Et je note ici le métier de professeur même. Même nos métiers ne sont pas les mêmes comme autrefois. Il y a une grande nécessité d'acquérir d'autres compétences telles que l'entrepreneuriat, la résolution de problèmes et l'adaptation. Il y a un grand changement dans le contexte de travail et aussi il y a une diversité de l'environnement de travail. D'autant plus, des gens très différents, très diversifiés vont travailler ensemble, peut-être de loin et peut-être aussi dans le même environnement. Les métiers d'avenir sont dans beaucoup de contextes. Moi, je trouve que, par exemple, dans là où je travaille, dans ma spécialité, on parle beaucoup maintenant des métiers de données. Parce que les métiers de données, par exemple, les data scientists,
les data miners, les exploiteurs de données. On parle de spécialistes de business intelligence. On n'a pas parlé avant tous ces métiers-là. On parle de plus en plus de Chief Data Officer, le grand boss de données, les experts en cybersécurité, les développeurs web et pour les applications de données et tout ça. Si je passe à l'éducation, notre secteur, je trouve que nous avons de rôles très croissants dans le design de nouveaux dispositifs d'enseignement, dans les analyses des traces des apprenants. On en parle sur le plan recherche, mais on ne le fait pas vraiment dans nos institutions comme nous devons le faire. Nous avons besoin des Learning Progress Analysts. En fait, nous aurons plus besoin des coachs que de professeurs, des tuteurs, des menteurs, tout ça, c'est très important. Des applications intelligence artificielle au sein de nos institutions, tout ça, en fait, ça va créer des boulots pour plusieurs personnes. Des carrières qui peuvent exister en 2050. Moi, j'ai consulté le site Business Tech. En fait, c'est une source très intéressante qui vient de l'Afrique du Sud et qui projette un peu dans l'avenir et parle des métiers qu'on peut avoir dans les années 2050. Alors, moi, je vous lis les titres et j'explique un peu. Vous allez trouver que c'est vraiment… On ne pouvait pas penser de ça il y a quelques années. Commercial Space Pilot, un pilote qui va en espace pour du business, quoi. Extant Species Revitalist, en fait, des zoologistes qui seront spécialistes dans la renaissance de quelques espèces comme les dinosaures ou des choses de ce type-là. Moi, en fait, en lisant ça, je ne croyais pas mes yeux. Organ or Body Part Creator, technologie 3D dans la création de quelques prothèses pour les personnes, mais en fait, pas en fait avec le matériel synthétique, mais en fait des matériels, des vraies cellules humaines pour faire cela. Des vers, landfill worm operator, des vers pour la fouille dans les terres, la fouille de quelques minéraux, de l'or, des trucs de ce type-là. Toujours la technologie 3D pour des nouveaux légumes et des nouveaux fruits. Mind Transfer Specialist, des coachs et des entraîneurs pour les problématiques de la mémoire et d'autres problèmes d'attitude. Digital Rehabilitation Counselor. En fait, on va traiter les gens parce qu'ils vont souffrir de quelques addictions reliées à l'utilisation des médias digitaux. Alors, maintenant, je continue sur la présentation que je partage parce que, sauf la partie métier, a sauté du fichier partagé. Alors, maintenant, si on fait face à tout ça, on se pose la question, pourquoi donc l'université existe? Est-ce qu'elle doit exister comme elle existe maintenant, avec ce rôle qu'elle joue? Est-ce qu'elle existe vraiment pour la professionnalisation des étudiants, ces étudiants dont je parlais? Est-ce le développement des capacités de problématiser, parce qu'on peut vraiment permettre aux gens d'avoir quelques compétences sans que ça soit vraiment de l'enseignement supérieur? Est-ce la formation dans des secteurs dont l'économie nationale a besoin? Toujours les métiers. Est-ce des produits à exporter chez soi et ailleurs? Moi, je pense qu'un bon diplômé, c'est un produit exporté. Parce que si je peux attirer ici à l'Université d'Alexandrie des étudiants qui viennent de partout dans le monde, moi, j'aurais fait de l'export vraiment dans le secteur de l'éducation. L'université a 3 dimensions clés dans l'enseignement. La recherche et la production de la connaissance et un rôle de responsabilité sociale qu'elle joue aussi. Alors, qui prend soin de l'enseignement et de l'apprentissage?
En fait, nous, si on fait cette activité dans le cadre du projet Learning Lab, c'est pour réfléchir vraiment à ce rôle-là. Si on crée de Learning Lab, c'est vraiment pour tester des approches et des méthodes en enseignement-apprentissage. Alors, donc, si l'université existe pour ça, elle existe aussi parce que c'est un grand employeur, un transmetteur de culture, une culture et des valeurs à son image. Donc, nos diplômés qui vont sortir pour aider et contribuer à la société doivent avoir notre image comme université. Mais quelles sont donc les caractéristiques de notre université d'avenir si on a parlé de métiers d'avenir et qu'une université d'avenir doit répondre vraiment à ce besoin de métier? Elle doit donc être entrepreneuriale, innovante, internationale, agile. Elle est conceptrice de quelques solutions à la carte. Elle est preneuse de l'autonomie. Elle forme l'étudiant pour et par le numérique. Elle est connectée à l'industrie et à la société civile parce qu'il faut vraiment préparer les gens pour les métiers d'avenir. Elle est joyeuse en équipe. Elle est dans un écosystème où il y a l'université avec d'autres acteurs et donc l'innovation pédagogique est clé. Moi, je propose 4 pistes et je termine. Donc, les pistes d'innovation proposées, si on veut vraiment travailler ensemble pour avoir l'image de l'avenir, une université d'avenir qui forme vraiment pour des métiers d'avenir, il faut repenser la relation étudiant-ressources numériques. C'est-à-dire, il faut former des gens en s'appuyant sur les ressources ouvertes, sur tout ce qui existe vraiment aujourd'hui, parce que ça va rendre vraiment service à l'étudiant. Il faut repenser la relation professeur-apprenant. Je guide, je coach, je tutore, je fais d'autres choses aujourd'hui, pas seulement l'enseignement. La relation industrie-université, je forme pour l'industrie, je prends le besoin de l'industrie, chose à ne pas oublier. Relation diplômé-certificateur. Aujourd'hui, on travaille à cause des connaissances et des compétences que nous avons déjà, pas à cause du nom du diplôme. Et donc, il y a beaucoup de gens qui prennent des certifications professionnelles et qui ont vraiment des bons postes à cause de ça. Et donc, les employeurs peuvent éventuellement recruter pour ça. Quelques éléments de structure. Moi, je trouve que les centres d'innovation pédagogique et les Learning Labs sont très importants pour ce faire. Les pistes proposées aussi, je propose pour faire face à cette demande des éléments de pratique, il faut qu'on reconnaisse des activités non conventionnelles, de conseils, des cours donnés à distance, des activités extramuros pour les étudiants, extramuros des étudiants, méthodes moins transmissives, on travaille plus de présentiel et aussi de distanciel, des scénarios innovants, des évaluations en fonction des compétences et un recrutement vraiment qui oriente les gens vers les choses dans lesquelles ils vont réussir. Finalement, les pistes technologiques, vraiment, il faut mettre à disposition de plus en plus la technologie pour faciliter notre tâche et nous permettre d'avoir vraiment un produit final, un diplômé à l'image de la société d'avenir. Avec beaucoup de conservation des traces, avec beaucoup de personnalisation pour arriver à une qualité. Et je dis à mon cher Samuel, maintenant, après cette introduction, proposons d'autres pistes. Samuel va partager avec nous des choses intéressantes. Permettez-moi de présenter mon cher collègue Samuel. Samuel est maître de conférence, habilité à diriger des recherches à l'Université de l'OM. Il est chercheur au Lauréat. Lauréat, c'est le laboratoire Lorrain d'informatique et ses applications. Et puis particulièrement, il travaille dans l'équipe Kiwi, qui est Knowledge Information and Web Intelligence. Ses recherches actuelles sont principalement centrées sur la modélisation des usages du web, intelligence artificielle, systèmes de compagnons intelligents et leur mise en œuvre dans les projets transversaux. Il est un grand spécialiste de l'humanité numérique et il est membre du conseil scientifique de la Fondation Humanisme Numérique. À vous la parole, cher Samuel. Merci Sherada. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, moi, je n'ai pas prévu de diaporama, donc on va revenir à des choses plus traditionnelles. Et je vais essayer d'être clair et essayer de répondre, non pas répondre, mais essayer de lancer quelques pistes et expliquer pourquoi j'interviens cet après-midi avec vous. Alors, juste pour dire, c'est pas la fête du travail, c'est la journée internationale des travailleurs. Il faut faire très attention. C'est pas exactement la même chose. La fête du travail a été mise en place par quelqu'un qui n'était pas trop fréquentable aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ce qui est intéressant pourquoi j'interviens ce soir à l'invitation de Lilia et de tous mes amis, c'est parce qu'en fait, la question que Rada a commencé à évoquer finalement, c'est vers quel monde se dirige-t-on et comment former au mieux nos étudiants à répondre aux enjeux qui leur sont proposés, au monde qui s'annonce, et puis un certain nombre de défis qu'il est important de relever aujourd'hui. Et quand on dit je suis spécialiste des humanités numériques, en fait, les humanités numériques sont, à mon sens, essentielles. Et il faut peut-être, avant cela, revenir à la définition des humanités numériques et pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, les humanités numériques, il y a deux acceptions du terme. Une première acception, c'est celle qui est plus traditionnelle, qui concerne les sciences humaines et le numérique. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que les sciences humaines et sociales, avec les outils venus du numérique, ont modifié leur modalité de pratique. La recherche se fait plus de la même façon qu'il y a 20 ans, ou même 10 ans, voire même 5 ans dans certains cas. Les corpus de données sont essentiellement numérisés, dématérialisés. On accède à des outils qui permettent de mettre en relation les données et les corpus avec des outils qui aujourd'hui sont autrement plus puissants que finalement l'accès à des ressources papier et la difficulté qu'il y avait de les manipuler. Donc c'est un vrai champ de recherche, un vrai champ de pratique. Moi, les humanités numériques, je les entends au sens des humanités, les humanités, c'est-à-dire au sens de la Renaissance. C'est-à-dire que faire ces humanités, l'idée de faire ces humanités. Il y a quelques années, quand nous faisions nos humanités, c'était apprendre ou enseigner le latin et le grec, pour la part, ce qui nous intéresse pour le côté français et en particulier en France. Faire ces humanités, c'était donc, en étudiant le latin et le grec, c'était comprendre finalement dans quelle histoire je m'installe. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce présent dans lequel je vis, avec une idée de se tourner vers un futur, pourquoi on en est là? Simplement, pour être simple, c'est pourquoi on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à la fois dans la technologie, dans la science, dans la pensée, dans les idées qui sont échangées, dans les problèmes qui se posent, ils ne sont pas tombés du ciel, ils s'installent dans une histoire, et comprendre cette histoire-là et comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est essentiel. Et donc, les humanités numériques se posent sur ce champ-là. C'est-à-dire que les questions que l'on soulève aujourd'hui des usages, de l'utilisation de tout un tas de technologies extrêmement puissantes, mais qui s'installent dans tous les secteurs de nos vies, que ce soit au travail, au bureau, à l'université, il n'y a pas de secteur qui soit exclu de la question du numérique. Tous ces changements-là ne sont pas tombés du ciel un jour, parce qu'un jour on s'est réveillé et on avait ça sous la main. Donc c'est le résultat d'une histoire, et cette histoire est en capacité d'expliquer et de nous donner les clés d'un certain nombre d'enjeux qui sont posés par ce numérique qui s'est installé, et cette dimension du numérique qui s'est mise un peu partout dans toutes nos vies. Et donc les humanités numériques, c'est ça, c'est donner la possibilité de comprendre pourquoi on en est là, et surtout de poser les questions qui nous éviteront de tomber dans le piège techniciste. Parce qu'il y a un piège techniciste. Il y a un piège de toujours imaginer que la réponse est technologique. Oui, il y a de la technologie, mais si je ne pose pas la question du pourquoi et que je m'oriente vers toujours le solutionnisme technologique, je ne résous pas les problèmes. Je crée d'autres différences, je crée d'autres fractures, je crée d'autres exclusions, et à donner la main finalement à l'ingénierie nous prive de la capacité de maîtriser ce qui est en train de se jouer. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un des vrais enjeux. Regardons aujourd'hui notre monde, il y a à peu près presque 4 milliards d'individus qui aujourd'hui sont confinés, enfermés chez eux. Dans beaucoup de cas, on nous dit, vous allez télétravailler, vous allez utiliser une plateforme comme Teams ou Zoom, et puis tout ira bien. Non, la réponse n'est pas là.
Je vais prendre un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu le débat qu'il y a en France autour de l'application Stop Covid. Une application, il y a dans d'autres pays, ça s'est déjà fait, une application qui permet de tracer les gens qui sont malades, de retrouver. Et en fait, cette application-là, ben, si on n'est pas capable d'être critique à l'égard de cette option-là, eh ben, on va se retrouver à mettre en place, sans avoir la possibilité d'en débattre, ni même de le contredire, une application qui est défendue par des personnes qui techniquement disent c'est faisable, mais tant qu'on pourra, et parce que c'est faisable, on va le faire. Alors que la vraie question qu'on doit pouvoir poser, qui est de l'ordre politique, c'est est-ce que parce que je peux le faire, dois-je le faire? Et donc là, on a, par les humanités numériques et la capacité qu'elles ont de donner à tous, et là, donc, ça suppose dans les enseignements à l'université, mais au lycée, au collège, à l'école primaire, ça suppose de donner les clés à tous les acteurs, qu'ils soient élèves, étudiants, mais aussi enseignants, mais aussi professionnels, quel que soit l'endroit où on se trouve, mais citoyens de manière générale, leur donner les clés de manière à être critique à l'égard de ça. Et on voit les débats aussi avec l'installation de la 5G, etc. Il y a une volonté de mettre en place des outils techniques puissants, mais à quelle fin? Avons-nous besoin de ça? Et est-ce qu'on en mesure vraiment les impacts aussi sur nos vies, sur les conséquences, sur les libertés, etc. Et donc les humanités numériques disent, en tant qu'humain, en tant que citoyen, j'ai aujourd'hui quelque chose qui est à des outils qui sont puissants autour de l'intelligence artificielle, des données, de la fabrication 3D et autres modélisations. J'ai ces outils-là, mais je dois pouvoir les utiliser, les appréhender, les comprendre avant de donner la main ou de donner la main à quelqu'un pour le mettre en place. Si je ne comprends pas, je donnerai la main à des gens qui maîtrisent et ce sont ces gens-là qui décideront de ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est finalement mettre le doigt dans un processus qui va être aliénant, excluant et qui va liberticide, c'est-à-dire qui va nous priver de la capacité de rester libre. Et donc, les humanités numériques sont donc un outil de citoyenneté, un outil qui nous permet finalement de revenir au basique, c'est-à-dire c'est quoi faire société? Faire société, est-ce que je prends des choses et puis je consomme? Ben non, faire société, c'est partager, c'est penser ensemble, c'est avoir une vision commune, et discuter et débattre du monde. Et donc, c'est tout ça qu'on peut résumer finalement dans le titre de l'intervention qui est la mienne, c'est-à-dire c'est les enjeux. Et ben, ces enjeux, pour moi, ils sont là. Et quel que soit le métier, quelle que soit la discipline, tout à l'heure, Anna parlait de data scientist, etc. Ben, un data scientist qui ne mesure pas, qui ne comprend pas pourquoi il fait ça et dans quel cadre il s'installe, va être quelqu'un qui peut être dangereux. Il peut être dangereux parce qu'il peut donner des outils qui sont des outils qui vont aller à l'encontre de tout un tas de valeurs qui sont les nôtres. Tu parlais de l'université, mais l'université, c'est l'universalisme, c'est la place de chacun. Et donc, c'est aller à l'encontre de ça. Et donc, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de redonner cette place à cette capacité à être critique. Et la deuxième chose, c'est redonner une place au vivant et pas simplement une place sur notre fond d'écran, sur notre ordinateur avec des belles photos, etc., mais une vraie place au vivant, une vraie place à l'endroit où on vit. Et le fait que nous soyons des humains qui s'installent dans un vivant qui est plus grand qu'eux et qui est nécessaire, est indispensable à une vie sereine, acceptable pour la plus grande partie d'entre nous. Et donc les humanités numériques mettent ça là-dessus, mettent ce débat-là sur la table. Et pour moi, les enjeux du monde ne peuvent pas faire l'impasse sur ces questions-là. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, je peux continuer, mais je ne sais pas s'il y a un chronomètre, comme je ne vois pas. Non, ça va. Ok, merci. C'était 5h22, maintenant c'est 31, donc ça va. Là, je suis dans les coups. Tu auras le temps de revenir dessus quand tu vas faire la synthèse tout à l'heure, Samuel. Très bien. Alors, merci beaucoup, cher Samuel, pour avoir partagé ces enjeux avec nous. Et, au fait, maintenant, il me fait très plaisir de
inviter mon cher Bilal Saïd à faire son intervention. J'ai demandé quelques lignes pour présenter Bilal et puis il a dit Red, elle me connaît mieux que moi. Alors, Bilal, c'est un grand ami. Nous travaillons ensemble depuis quelques années. C'est un professeur en informatique. Bilal travaille à l'université libanaise, à l'université AUL au Liban, à Beyrouth, et il enseigne également à l'AUB, ou American University of Beirut, et il est un grand spécialiste de la logique. Et je laisse la parole à mon cher Bilal pour parler au dernier point qui relie le numérique aux sciences de l'information, de l'informatique et de l'ingénieur. À vous la parole, Bilal. Merci bien, cher Rada. Merci pour vos deux présentations super enrichissantes. Alors, c'est un peu plus difficile maintenant comme tâche pour moi de… Bilal, on ne t'entend pas, ça va? On voit la présentation, mais on ne t'entend pas. Pardon, maintenant, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. Oui, très bien. Est-ce que ça va mieux? Je vais, parce que, alors, ça revient, le signal, ça revient. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Ok, parfait, parfait. Donc, l'intervention de Samuel me rend la tâche un peu plus difficile pour défendre le potentiel du numérique dans l'amélioration du quotidien du travail d'un enseignant ou d'un étudiant. Mais je partage son opinion là-dessus. En fait, les valeurs numériques doivent toujours rester au centre du jugement final sur la qualité de n'importe quel outil numérique qui pourra contribuer à l'amélioration de notre travail. Alors, comment je vois, avant de faire un zoom in sur le métier de sciences et d'ingénieur, moi, je vois déjà qu'il y a un certain besoin pour le numérique. Mais ça reste, comme l'a dit Samuel, à discuter, à négocier. Peut-être elle a déjà relevé certains points importants, ma collègue Rada, dont je vais reprendre avec à peu près les mêmes idées que j'ai en fait capturées dans mes diapos. Puis, je vais parler dans un cadre un peu plus général comment je vois les choses pour l'université numérique en général, avant de faire un focus spécialement sur en fait, l'apprentissage et l'enseignement des sciences et des sciences de l'ingénieur ou des sciences en général. Alors, je vois ce besoin-là pour introduire le numérique, c'est peut-être parce que il y a ce trend-là, c'est toujours à la mode, on le voit dans toutes les conférences, etc., que les universités, les administrations, les chercheurs, ils se posent cette question de quelles sont en fait, les compétences qui sont requises pour le marché de travail. Alors, ça peut être le 21e siècle, peut-être c'est plus à la mode, on parle de compétences émergentes en général. On identifie certaines qu'on appelle gap, ou là où on a vraiment une différence entre ce qui est requis pour le marché de travail et ce qu'on produit à l'université. Et on essaye de voir comment peut-on en fait remplir ce vide-là en quelque sorte, ou faire construire ce bridge en fait entre les deux, le marché de travail et les graduate students, en fait les diplômés, et raccourcir le chemin pour avoir un employé productif dès que possible sur le marché du travail. Et on pense toujours au potentiel de la technologie, mais également de tout ce qui est compétences reliées à l'entrepreneurship, etc. Et donc, là, toutes les universités et les départements, même quand on design, quand on conçoit les programmes,
déjà on pense à des détails on prend des actions pour prendre ça en considération. Alors, il y a des changements indéniables, quoi que ce soit le 21e siècle, même si on enseignait déjà, on travaillait déjà en 20e et 19e siècle, bien sûr. Mais il y a certains changements, même aujourd'hui, on voit déjà durant la crise Corona et on aura après la crise des changements dans nos environnements de travail. Donc, c'est indéniable qu'on se crée. Peut-être c'est un problème également qu'on se crée nous-mêmes et qu'on pourra résoudre. On crée des environnements de travail assez complexes. On a des métiers qui disparaissent, de nouveaux métiers qui apparaissent. Et il y a cette tendance de pousser les gens à créer de l'emploi au lieu de pas uniquement de se préparer très bien pour le marché du travail, mais également de créer de nouveaux travail. Alors, ça, c'est une tendance un peu globale. On le voit dans tous les rapports de World Economic Forum, etc. Et ça a été repris par plein de collègues. Et on voit dans pas mal d'endroits un certain socle commun qui est lié à tout ce qui est la maîtrise des outils informatiques et de la technologie. Ça devient presque un socle commun qui est indispensable pour à peu près tous les métiers. Donc ça me ramène en fait à parler de comment rendre le digital, en fait, fortifier la présence du numérique partout à l'université, mais avec bien sûr un certain regard pour justifier ça à tous les niveaux. Mais je vais juste donner quelques pointeurs et me concentrer plus tard sur le parti curriculum et particulièrement pour les sciences et de l'ingénieur et les sciences en général. Alors, pour moi, ça suffit pas uniquement de numériser le curriculum, ça veut dire le contenu de cours, la façon dont on délivre et dont on supporte le processus d'apprentissage et d'évaluation. Mais ce qu'on peut faire au-delà de ça pour vraiment supporter les étudiants et ne pas les laisser avec des outils et des environnements qui ne les aident pas et qui rend le numérique un obstacle, a burden, et pas un élément supportif. En fait, il faut assurer des espaces d'apprentissage numérique, que ce soit à l'intérieur du campus, à la bibliothèque, dans les classes et même dans les labs, dans les labos. Il faut préparer tout le cadre, professeurs, étudiants et même les employés à l'université pour vraiment embrasser et maîtriser ces outils informatiques avant de les imposer ou de les même après avoir validé leur validité. Et bien sûr, il faut numériser les processus qu'on a aux universités. Peut-être ça, c'est plus rentable et c'est mieux pour tout le monde avant déjà de penser à numériser les processus d'apprentissage et d'enseignement, là où il y a un côté humain d'interaction entre les profs et les étudiants. Donc, faire quelque chose qui va faciliter la vie et qu'on souhaite commencer à avoir à l'intérieur des campus, c'est peut-être là où il faut commencer. Et même la présence des universités dans le monde numérique, c'est déjà quelque chose à réfléchir. Alors, ça, c'est déjà une partie d'une autre présentation que j'ai fait autour de l'université numérique en général. Alors, avec vous, je vais me concentrer juste sur la partie curriculum et comment peut-on utiliser quelques éléments. Grosso modo, c'est à nous de choisir là où il faut mettre le curseur sur chaque point. Mais pareil, tout en gardant un œil sur l'humain et l'utilité de ces outils-là. Alors, jetons un coup d'œil sur la numérisation du contenu de cours. Alors, là-dessus, je vais juste vous donner quelques indices. Donc, clairement, comme l'a dit Radin, il faut opter pour la réutilisation de ressources. C'est pas la peine de réinventer la roue parfois.
mais il reste toujours un rôle central pour le prof. C'est vraiment de concevoir les activités d'apprentissage qui vont mettre les apprenants en situation d'interaction avec le contenu, d'accumulation du contenu, d'application, de synthèse. Il va rester le coach, le mentor que Rada a mentionné, et il sera à la fin peut-être le certifié qui va dire que peut-être le contenu a été bien assimilé par les étudiants. Et dans ce contexte-là, je trouve que créer des capsules vidéo pour que les ressources qui sont déjà disponibles soient bien mises en ordre et bien délivrées par le prof, qui soient accessibles aux étudiants tout le temps, c'est une bonne pratique. Alors, je ne sais pas si on peut parler de technologie tant que ça dans cette pratique-là, mais je trouve que c'est très bien. Et ça aide beaucoup, surtout en sciences ou en sciences d'ingénieurs, parce qu'il y a plein de manipulations, il y a plein de démonstrations de logiciels, etc. Ce sont des concepts qui ne demandent pas beaucoup de discussion avec le prof, c'est plutôt des processus ABCD. Alors, on peut enregistrer tout ça et le rendre accessible aux étudiants avant de profiter du temps de face en face face à face pour en fait aller vers les higher order thinking activities. Là, on discute plus du cœur en fait du métier dans chaque cours. Il y a un autre aspect, donc je ne vais pas parler des côtés techniques pour ne pas déborder avec le temps, mais je vais parler du potentiel des jeux sérieux dans l'apprentissage et l'évaluation. Il y avait un projet auquel on a travaillé pendant 2 ans avec ma chère collègue Rada et ma chère collègue Lilia Chnetti de l'Université de Sousse de Tunisie, et dans lequel on a exploré ce beau monde. En fait, il y a du potentiel derrière. Je vais juste vous montrer quelques prises d'écran, par exemple, d'outils là où on peut vraiment compter sur les outils pour simuler des scénarios d'apprentissage qui sont ou bien dangereuses à monter dans la vie réelle ou bien simplement non faisables. Donc, quoi que ce soit le sujet, ça peut être un bon alternatif moins cher, assez réaliste et répéter. En fait, c'est une expérience d'apprentissage qu'on peut répéter autant qu'on le veut, mais en même temps, en changeant un peu les scénarios d'apprentissage, les mêmes jeux peuvent faire un bon outil pour l'évaluation également des étudiants, juste en enlevant la partie guide dans les jeux. Ça peut se transformer en outil d'évaluation là où on essaye de voir comment les étudiants se comportent dans une situation de travail. Alors, je vais sauter sur une autre partie là où je vais proposer de, en fait, numériser les labos. On a un vrai problème parfois, surtout dans les universités, là où on a peut-être plein de branches situées géographiquement loin les unes des autres. Alors, on a besoin de partager les équipements de laboratoire. Parfois, c'est vraiment assez cher. Actuellement, c'est impossible, par exemple, durant la crise Corona, d'accéder physiquement aux locaux. Parfois, c'est bien de se les partager entre universités d'un même groupe ou d'un même ensemble de labos de recherche. Alors, il y a deux façons de faire les choses. Ça peut être que l'équipement il est assez cher, inaccessible. Alors, on peut y accéder à distance. Donc, il y a plein de recherches là-dessus également à notre centre à l'AUL. Et ça permet également de faire de l'auto-assessment et de capturer plein d'indicateurs sur la performance des étudiants et des chercheurs. Et ça peut être que l'équipement, il est déjà chez l'étudiant, il n'est pas cher, il n'est pas partageable, mais qu'on veut faire l'évaluation à distance et l'accompagnement à distance. Ça peut se justifier comme dans notre cas actuel, ou par exemple dans le contexte des MOOC, Massive Open Online Courses. Donc, ça prend le nom des MOOL, Massive Open Online Labs. C'est une bonne piste, en fait, pour ce genre de cours qu'on apprend
sciences de l'ingénieur et dans les sciences en général. Alors, bien sûr, il y a moyen d'améliorer l'expérience dans les réalités virtuelles. Il y a des recherches là-dessus. Je voudrais juste partager avec vous ces pointeurs-là. Mais tout ce qui est applicable aux autres sciences, bien sûr, il est également appliqué chez nous, mais il y avait ces quelques pointeurs-là de spécifiques. N'oubliez pas les points pour préparer le campus, le personnel et tout ce qui va avec pour avoir vraiment une bonne intégration du numérique dans nos pratiques. Donc, je vais me contenter de ça et je vais garder le reste pour les questions-réponses. Ça va être beaucoup plus intéressant pour tout le monde, je pense. Merci beaucoup, cher Bilal. Je remercie mes chers deux intervenants, Samuel et Bilal, pour couvrir ces deux sujets, faire face aux enjeux du monde de demain et le numérique pour les sciences de l'information et de l'ingénierie. Maintenant, la parole est à vous, Samuel, pour faire une synthèse de ce qui a été présenté. Ah, je ne savais pas que je devais faire la synthèse. Oh non, justement, ça c'est une surprise. On ne dit pas tout. En fait, la synthèse, pour moi, elle est simple. On a finalement abordé les mêmes choses. On a abordé les mêmes choses. Toi, tu as abordé les aspects pédagogiques. Finalement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, il serait intéressant de mettre finalement sur la table de la pédagogie, des enseignements, pour prendre en compte un certain nombre de besoins, tant sur les métiers qu'il faut pouvoir servir, que également les pratiques qu'il faut également revoir, les pratiques pédagogiques qu'il faut également revoir. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut plus enseigner aujourd'hui comme on a enseigné il y a 20 ans, on ne peut plus enseigner aujourd'hui de la même façon, parce que tout bêtement, il y a le réseau, il y a les outils, etc. etc. Pour Bilal, finalement, les questions se posent plus finalement, pour moi, on a des outils, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quel type d'outils peut-on mettre en place et quelles réponses ils peuvent nous apporter? Ça, c'est pour moi le cadre. Évidemment, il est nécessaire de prendre tout ça en compte. Il est nécessaire de prendre tout ça en compte. L'idée, quand je parle d'humanité numérique, et là je reviens vers moi, c'est pas de dire jetons tout et puis revenons à un temps où ça n'existait pas. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ce qui est par contre intéressant, c'est de bénéficier de la richesse et de l'effervescence de créativité des uns et des autres autour de la possibilité d'exploiter tel type d'outil, d'aller explorer tel champ, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en faisant preuve de créativité, en hackant un certain nombre de dispositifs existants, en essayant de voir finalement dans l'offre qui est celle-ci, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire pour pouvoir répondre à un pourquoi, à un besoin. Et donc, c'est là que finalement, nous nous retrouvons tous, on est trois, c'est parfait, on a un triangle, en pédagogie, on aime bien les triangles. Et donc, on est trois. Et donc, le fait de pouvoir garder à l'esprit ce qu'il est possible de faire, mais surtout en gardant toujours comme toile de fond, quels sont mes besoins? Est-ce que mon besoin peut être essentiellement résolu par une réponse technique? Et si c'est le cas, oui, allons-y, puis mesurons-en les conséquences. Mais l'autre aspect, si j'ai un besoin, toujours se poser la question de est-ce que la réponse est uniquement technique? Et là, et même dans les cas qui sont les nôtres aujourd'hui, où on est en distance, où on utilise des plateformes, est-ce que la réponse est une réponse technique aux besoins qui sont les nôtres aujourd'hui? Pas forcément. Il y a peut-être d'autres organisations, d'autres façons de faire qui va mettre la technique quelque part, mais qui va mettre en place un certain nombre de dynamiques qui sont autres. Donc, il y a toujours besoin de jongler entre les deux, entre l'avancée technologique, la maîtriser, la comprendre, pas confier ça à Google, Apple, Amazon ou Facebook ou d'autres, mais plutôt se dire, nous avons identifié un certain nombre de choses et comment pouvons-nous faire en respectant ce qui est important, c'est la capacité qu'on a de maîtriser ce qu'on est en train de faire. Maîtriser et de bien répondre à la question qui a été posée. Et surtout, peut-être, se poser la question, c'est de toujours se poser, de se mettre dans cette réflexion-là. Est-ce que, parce qu'on a des outils techniques, est-ce qu'on est plus fort, plus grand, plus brillant, plus intelligent? Non, certainement pas. Ça se saurait. Par contre, on est plus fort, plus grand, plus intelligent
quand on est capable de travailler avec les autres, de poser les problèmes correctement et d'avoir la possibilité de choisir la réponse aux problèmes qui sont posés et non pas de se précipiter la tête la première sur le dernier outil, le dernier machin à la mode, le dernier truc qui brille bien et puis qu'on va payer très cher et qu'on va payer très cher avec de l'argent, mais aussi qu'on va payer très cher avec toutes les données, tout ce qui va capter de nous. Donc en fait, il y a une vraie réflexivité à avoir derrière tout ça. Et je pense qu'on a tous les trois été complémentaires. On a abordé des champs. Moi, j'ai fait un petit peu le lien sur les aspects un peu hors, mais je pense que dans ce qui s'est dit, on a été complémentaires. Merci beaucoup, cher Samuel. Bilal, je t'invite maintenant à présenter tes perspectives. Quelles perspectives tu prévois après cette discussion-là? Je crois que c'était fait dans la synthèse en même temps. C'est aller, mais avec, je ne veux pas dire avec la prudence, mais plutôt avec la conscience de la prise de conscience de la nécessité en fait d'évaluer l'utilité en fait des outils, de comprendre les limites des humains, des utilisateurs, les limites de leur applicabilité, le besoin de bien cerner le besoin, d'évaluer après, à la suite, de faire cette réflexion-là. Mais clairement, Samuel, il n'est pas contre d'aller tenter ici et là et faire des prototypes. Cette activité, disons, d'innovation qui vient du bricolage, de combinaison d'outils, de méthodes, etc., c'est bien, il est pour et je crois qu'il faut continuer à faire ça, mais tout en étudiant l'utilité et faire cette évaluation-là, en fait, en continu. Et je crois que finalement, les perspectives, ou disons les conclusions, c'est chacun des participants. Moi, j'ai hâte de connaître leur en fait, réflexion et ce qu'ils ont pu construire comme argument autour de ces sujets-là. Donc, ce sera vraiment intéressant de se lancer dans le débat. Sauf si tu veux rajouter quelque chose sur les perspectives, Rada. Non, ça va. Merci, Bilal. Je pense que ton intervention, toi et Samuel, était complète et complémentaire. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux réactions, questions. Bon, je salue Samuel, vraiment, il a été très à l'écoute. Je pense que les questions ont été répondues en majorité. Mais Wajdi, il fait la remarque ici que l'université est redevable et socialement responsable. Le questionnement est le même pour les nouvelles technologies IoT et machine learning. Comment faire d'avancer la technologie et la société sans ouvrir la boîte à la Pandore? Samuel a répondu en fait en se posant la question: est-ce que je peux le faire ou je dois le faire? C'est-à-dire, est-ce que si je peux le faire, dois-je le faire? C'est toute la question, c'est la question centrale du moment. On parle d'IoT, de machine learning, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous lisez, je vous invite à lire le white paper qu'a fait la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. C'est sorti il y a à peu près un mois. En fait, quand on lit ce truc-là, c'est terrifiant. Parce qu'en gros, c'est présenté de telle façon que, en gros, l'IA, c'est la réponse à tout. Vous avez un problème social, l'IA. Vous avez un problème d'agriculture, l'IA. Vous avez un problème, l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, alors que peut-être qu'il peut y avoir des réponses au travers d'outils qui font appel à l'IA, mais c'est le peut-être qui est important. Parce que le peut-être pourra être levé que lorsqu'on aura bien posé le problème. Et ce n'est pas la réponse à tous nos mots. Quand on parle d'IoT, on rejoint aussi la question de la 5G qui est en train de se déployer là, partout sans débat non plus. Et la question, c'est, a-t-on réellement besoin de la 5G? Est-ce que vous avez besoin de charger votre vidéo instantanément sur votre téléphone? Non. Et puis, le problème de la 5G, c'est qu'on va développer de l'IoT, et l'IoT, en général, servent des outils de surveillance.
C'est pour équiper les caméras de surveillance, c'est pour équiper des drones qui vont circuler à droite à gauche, c'est pour mettre en place tout un tas de machins qui vont collecter des données. Et donc, c'est là où il y a une vraie... C'est pas parce que... oui, on peut le faire, mais dois-je réellement le faire? Et ça, c'est le débat social, le débat citoyen qui répondra. Ok, parlons des citoyens. Lily, elle pose la question, devrions-nous avoir des modules pour l'éducation à la citoyenneté numérique dans les écoles et les universités? Et Samuel pense que c'est indispensable. Que penses-tu, Bilal? En fait, j'étais sur le rapport de la Commission européenne déjà. Pardon, je n'ai pas bien. Donc, Lilia disait, oui, devrions-nous avoir des modules pour l'éducation à la citoyenneté numérique? Oui, je pense que c'était indispensable, bien clairement. Au Liban, on en a absolument besoin, hein, mais je crois un peu partout. Oui, partout, c'est clair. Hein. C'est clair, mais je crois que c'est une question que Samuel saura mieux répondre là-dessus. Hein. En fait, Samuel, tu penses que c'est indispensable, mais est-ce que quand on parle de citoyenneté numérique, est-ce qu'on évoque des sujets droits et devoirs, par exemple? Qu'est-ce que peut-être il serait intéressant de clarifier un peu le concept de citoyenneté numérique. Pour moi, ça rejoint complètement la question des humanités numériques. Citoyenneté numérique. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a conscience de sa place à l'intérieur de la société. Citoyenneté numérique, c'est donner la possibilité à tout individu de comprendre finalement ce qu'il est capable de faire, ce qu'il ne peut pas faire, quelles sont les conséquences, quels sont les outils qu'il a entre les mains, quelles sont leurs puissances, comment ils fonctionnent, savoir être capable d'ouvrir finalement le capot des outils pour savoir ce qu'il y a réellement derrière. Et donc un citoyen, c'est quelqu'un... je vais déformer une citation d'Aristote, mais le citoyen, c'est celui qui délibère, qui débat. Et donc, le citoyen numérique, c'est celui qui est capable de débattre des outils qu'il a et qui lui sont proposés à bon escient. Voilà. Et donc, pour moi, c'est essentiel. Et moi, j'interviens souvent dans les lycées, les collèges pour essayer d'expliquer ces trucs-là. Et en plus, il y a un vrai besoin parce que là, il y a déjà du travail qui est fait, énormément de travail qui est fait par les collègues enseignants des degrés, du second degré et du premier degré. Mais c'est essentiel d'avoir ce débat-là. Je vais prendre un exemple tout bête. C'est ce matin ou hier matin, j'entendais à la radio l'informaticien qui travaille sur le développement de l'application Stop Covid en France, donc l'application de traçage, etc. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il y a un problème. Il y avait une réponse technique et il était fier d'apporter une réponse technique à ce machin-là. Alors que justement, il y a des problèmes. Justement, il y en a plein. Justement, il y a des problèmes de citoyenneté, il y a des problèmes de liberté, il y a des problèmes de qu'est-ce qu'on fait de ce machin-là, quelles seront les conséquences de ce truc-là. Et donc, si le technicien lui-même n'est pas citoyen numérique, au sens premier du terme, là, on va vers des réponses technologiques qui peuvent être extrêmement graves pour la liberté humaine. Et donc, la citoyenneté, c'est essentiel. Ok. Elle a posé la question sur l'utilisation de la technologie blockchain et Samuel a répondu qu'on peut l'utiliser en certification badge, ce qui est vraiment normal pour sécuriser tout ça. Mais est-ce que vous voyez d'autres utilisations de la technologie blockchain en enseignement-apprentissage? Je peux répondre. Après, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses autour de ça. Il y a évidemment la blockchain peut être une autre façon d'envisager la certification. On peut finalement reposer sur cette blockchain pour certifier qu'une compétence a été acquise, je ne sais pas, ou quelque chose a été fait, que tous les autres le certifient, etc. Vraiment l'architecture décentralisée sans intermédiaire. Il n'y a pas un intermédiaire certifiant. Donc, il y a certainement quelque chose à creuser là-dessous. Mais après, en dehors de ça, si ce n'est donner aux étudiants la connaissance de ces outils-là et leur montrer qu'il y a pas mal de choses, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça implique. Alors, il faut savoir que la blockchain est hyper gourmande en énergie, par exemple. Il y a des choses Après, au-delà de ça, je ne vois pas trop. Je n'ai pas plus de réponses. C'est pour ça que je posais la question, pourquoi faire?
à la personne qui a posé la question, parce que blockchain, c'est une technique. Donc, s'il n'y a pas un pourquoi devant, est-ce que c'est la réponse? Je ne sais pas trop répondre. Alors, moi, je clôture en citant quelques interventions, peut-être qui ne nécessitent pas de réponse, mais Wajdi, il parle de le pouvoir politique qui prend la décision, en fait, concernant ces questions-là. Lilia, elle parle de l'impact de la distanciation sociale déjà créée par l'utilisation des numériques. Samuel, à un moment donné, il dit qu'il y a quelques compensations parce qu'en partie, on fait du social, même en distanciel. Elsa, elle avait besoin du rapport sur l'intelligence artificielle et c'est déjà livré par mon cher Bilal Saïd. Et Ahlan, salut Sana, ma chère Sana est là. Sana, en fait, je clôture avec ça parce que c'est l'intervention la plus sympa. Sana, elle nous écrit tous. Est-ce qu'on sera plus heureux ou plus intelligent avec les chiffres et avec l'intelligence artificielle? Un simple virus Covid a réussi à confiner toute la Terre. Merci beaucoup, Sana, c'est bien dit, c'est la vérité. La question qui est intéressante, c'est on nous a toujours dit que finalement le monde ne pouvait pas s'arrêter. On nous a dit pour des raisons de productivité, compétitivité, tout ça. Non, c'est pas possible. Même s'il est écologiquement, il y a tout un tas de choses à faire. Jamais, on nous a toujours dit ah non, c'est pas possible. Et là, tout à coup, on a trouvé un bouton d'arrêt d'urgence et on voit que ça. Donc c'est peut-être l'occasion de redémarrer autrement. Oui, c'est parfait. Bon. Je vous remercie tous et toutes. Je pense que j'ai plus ou moins bien géré le temps. On est à 5h03. Merci beaucoup, chers intervenants. Merci Samuel, merci Bilal. Merci ma chère collègue Lilia, merci Eric, tous membres du réseau Let's Learning Labs. Merci Elsa Laura pour votre présence et tous les collègues qui sont parmi nous aujourd'hui de l'Égypte, du Liban, de la Tunisie et de Fribourg. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain Let's Share. Excusez-moi, je quitte la réunion. Au revoir. À bientôt tout le monde. À bientôt. Enchanté Samuel et à une prochaine. Pareil. À une prochaine.